un espace où l'on s'autorise à parler de la santé et de l'invisible. Vous entendrez donc des chercheurs, des professionnels de santé, des thérapeutes qui ont tous vécu des phénomènes étranges tels que les sorties de corps, la clairaudience, les prémonitions, les contacts avec les défunts, les montées de Kundalini, etc., etc. Bienvenue dans Expérienceur, un podcast éclairant où l'on aborde les phénomènes paranormaux pour réunir la science, la santé et la spiritualité. Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Bernard Sanson. Donc, vous êtes médecin à la retraite et à l'âge de 38 ans, vous avez vécu une expérience de mort imminente partagée. Une expérience très riche, comme on va le voir, parce que vous avez vécu de nombreux phénomènes, je vais dire, parce qu'il y a eu une distorsion du temps, il y a eu de la télépathie, il y a eu des phénomènes de prémonition et même de l'aide de l'invisible. Et ça fait beaucoup pour un médecin quand même. Ça faisait beaucoup. Donc j'aimerais, merci d'être là. Déjà bonjour et merci d'être là. Et j'aimerais aujourd'hui qu'on décrypte un petit peu tous ces phénomènes avec votre regard justement de médecin. Donc je vais mettre un petit peu le décor. Donc vous étiez en train de rentrer d'une soirée et à bord du véhicule se trouve votre épouse et une Oui, amie pianiste très sensible à la musique. C'est un musique, détail qui est important. important aussi, oui. Et d'un seul coup, en fait, vous ne voyez plus rien. Oui, Il y a une nappe épaisse de fumée oui, qui vous coupe complètement la vue. Vous freinez sans pouvoir éviter un camion immobilisé au milieu de la chaussée. oui, Vous mettez les warnings, tout le monde sort du véhicule. oui. Et vous m'aviez raconté qu'à ce moment-là, tous vos sens sont en alerte. Oui, c'est Et ça. voilà, et si vous pouvez après Donc, développer un petit peu. cette route n'est absolument pas difficile, mais elle est toute droite et donc il y a effectivement ce phénomène d'opacité brutale devant la voiture, alors que j'étais en train de passer de la voie de gauche à la voie de droite pour me remettre dans le sens de la route. Sauf que au milieu, il y avait ma femme était juste à côté, me dit il y a des feux allumés, donc j'ai freiné au maximum, alors que j'allais pas à la vitesse maximum sur cette route, mais je rentre en éveil là. C'est pas un éveil, en hypervigilance, parce que là, je perçois qu'il y a quand même quelque chose qui devient d'une hauteur bien supérieure, et donc je percute le camion qui est en plein milieu. Et pour vous dire, il m'a manqué 6 mètres sur la voiture, mais 6 mètres, vous avez la boîte à vitesse qui arrive un peu à la hauteur du coude de la voiture, quoi. Et alors, c'est pas l'accident que je veux raconter, mais pour donner le choc, et aussitôt, je mets mon warning. À l'époque, il y a 38 ans, on mettait pas le warning pour aller à la poste, pour aller, voilà. Et donc, ma femme va sortir du côté passager, et heureusement, il y avait déjà plein de choses devant, je vous raconterai juste après, et des gens la prennent avec elle, sauf que moi, je sors avec ma passagère du côté, effectivement, du conducteur. Donc, c'est les deux éléments qui vont entrer dans cette dimension. Et quand je veux sortir, je laisse les portes ouvertes, je veux partir vers l'avant, mais il y a un noir absolu, on ne voit absolument rien. Et comme je suis très près du rail de sécurité qui fait que l'autre voie est juste à côté, j'ai envie de passer l'autre côté, mais vous savez que si vous passez l'autre côté sur une voie rapide, vous avez 20 secondes pour survivre, donc c'est pas la peine. Et je me retourne. Et me retournant, il y a un engin qui est un 38 tonnes qui arrive directement sur moi. Et je n'ai jamais douté, sauf les psychiatres comme on dit, que j'avais accepté ma mort. Je n'ai jamais eu le temps de penser à ma mort. Celui qui a raconté ça, je lui dis c'est un idiot, même s'il est psychiatre. Et donc je n'ai pas eu le temps, sauf que ce camion arrive au ralenti, comme dans Les Choses de la vie, pour ceux qui connaissent le film. Et à partir de là, euh, ce camion, je sais pertinemment qu'il est pour moi, et ça va se passer un peu au ralenti. Et j'ai la capacité actuelle, si j'en reparle, de voir dans le noir la cabine qui est un peu luminescente, puisqu'on ne voit pas tout à fait, et en même temps les plaques de la voiture, du camion qui arrivent sur moi. Et là, j'en suis 38 ans après, je vais aller chercher tout ce que je sais faire depuis l'âge de 3 ans, en sport
Et en rapidité, pourquoi? Parce que j'aimais toujours ce qui était rapide. J'ai fait du ski, surtout du patin à glace pendant 10 ans. Donc voilà. Et mon cerveau, même en vous en parlant maintenant, mon cerveau ne s'est absolument pas trompé dans la fraction de seconde pour chercher ce qu'il allait faire pour se sauver. Alors qu'on est dans le noir avec un éblouissement en plus des phares. Alors je traduis ça, c'est que j'estime un petit peu que peut-être les deux cerveaux se sont mis en activité, mais ça n'engage que moi. Bon, les neurologues peuvent en parler, les neurophysiciens, tous les neurochires, tout ce que vous voulez. Mais il y a quand même quelque chose qui fait que je ne me suis pas trompé. Et je fais un bond, je veux dire que je suis à moins de 2 mètres de la cabine du camion, et je fais un bond à peu près de 3 mètres à l'arrêt. Bon, en patin à glace, je peux vous dire, c'est faisable, mais à l'arrêt, je reste toujours, même maintenant, en vous en parlant, je reste toujours avec ce grand point d'interrogation. Sauf que, une chose, j'ai mes sens physiques sur le terrain, visuel, auditif, et mon œil ne va pas pouvoir voir le rétroviseur qui est sur le côté du camion, puisqu'il est un peu détaché. Donc en fait, je me mets en l'air rapidement, donc je fais un bond et je vais faire un retournement, c'est-à-dire si vous allez trop vite, vous faire un retournement. Donc j'ai les pieds dans le sens inverse du camion, j'ai la tête vers le haut, voilà, mais je suis lifté sur la jambe gauche au niveau du genou. Et ce lift, c'est une caresse de plume, alors que je vais avoir le fémur en 3 morceaux, le genou broyé et d'autres pièces accessoires. Donc Donc, là, pour ceux qui oh, souffrent, je vous dis que c'est facile. donc en fait, le choc, vous n'avez absolument rien Rien senti du senti. choc. Une caresse de plume. Incroyable. Donc Ouais. déjà. Et là, je suis en l'air, donc j'ai le visage vers le haut, je perds mes lunettes. Pendant le saut, donc. Oui, pendant le saut. Alors, juste avant, pendant ce saut, je vais sentir une excellente accélération, pas une excellente, c'est une importante accélération quand on vous dit sur un quai de gare, écartez-vous, le train va passer. Mais ce souffle était monumental, c'est-à-dire c'était une accélération permanente à grande vitesse. Et je me retrouve donc visage vers le haut, je vois mes lunettes qui tombent, et la première chose à laquelle je pense, c'est, tu es myope, quel con, tu ne verras rien. Donc déjà, cette distorsion, après, et qui a été, que je peux dire que j'ai analysé très rapidement, hein, j'ai pas mis du temps à comprendre ça. Et donc, on retrouvera mes lunettes 2 jours après sur les lieux de l'accident, puisqu'un myope sans lunettes, ça va pas très très bien. Et donc, en fait, elles sont intactes et on les aura retrouvées. Et pendant que j'ai le visage en haut, je rentre dans une dimension totalement noire, un noir absolu, et je deviens musique. Je rentre dans une musique, c'est-à-dire, c'est pas que j'entends, je suis musique, c'est-à-dire mes cellules, mes oreilles, moi-même, je suis musique. Et cette musique, c'est une dimension que l'on retrouve dans les college chœurs de Westminster pour parler des Anglais qui ont des chorales. Vous avez les Allemands qui ont ces chorales avec les enfants. Mais même si on atteint dans l'Alléluia de Handel le maximum de ce que peuvent chanter ces jeunes enfants, pour moi, ce n'est que le début où je suis rentré. Hmm. Il y en a qui parlent de musique des sphères. C'est la musique des sphères, parce que bon, comme je dis, je croyais que j'étais le seul, mais pas du tout. Ça existe dans la Bible, hein, donc d'une part, et donc beaucoup de musiciens arrivent dans ces états-là où ils deviennent carrément musique et atteignent des niveaux, effectivement. Voilà. Cette accélération que vous avez ressentie, est-ce que vous pourriez l'associer à ce que certains appellent rentrer dans le Ah, tunnel? alors, pour la modélisation faite par Moody, hein, sur tous les thèmes, peut-être qu'effectivement, je rentre dans le tunnel, mais moi, je peux pas parler du tunnel. J'ai enregistré des gens, j'ai 200 personnes pour lesquelles j'ai des écrits sur le tunnel, la hauteur, ceci. Mais pour moi, bon, est-ce que c'est ça laquelle cette dimension me fait rentrer? Je ne peux pas dire. Parce que à la fin de cette accélération, je suis dans une béatitude totale, c'est-à-dire je suis dans le hors-temps. C'est-à-dire, la seconde et l'éternité sont la même chose. Hmm. Hmm. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ben, c'est une béatitude. Alors évidemment, comment traduire une béatitude par nos sens terrestres alors qu'on est dans des sens qui sont bien au-delà. La musique, je vous dis, est, euh,
pour vous faire reconnaître la musique, c'est une musique qui est faite d'un bourdon de 32 pieds, c'est-à-dire extrêmement grave pour les orgues, mais avec une sensibilité aiguë qui monte et qui n'arrête pas. Donc, je suis pris dans cette musique. Si j'étais humain, je dirais infernale, mais elle n'est pas infernale, elle est d'une beauté telle que il n'y a pas de mots pour l'expliquer. Est-ce qu'il y avait encore le jeu? Est-ce qu'il y C'est-à-dire, avait, est-ce qu'il y avait encore Bernard? ah oui, oui, puisque mon sentiment, c'est que j'existais. Sinon, j'en parlerais pas. J'aurais une dimension d'hallucination. Non, non, je suis dans cet état avec ma béatitude personnelle et cette dimension qui est pour moi euh, irremplaçable d'une part et inexplicable d'autre part. Hmm. Et évidemment, vous n'avez pas de notion de temps. Non, on est hors temps. Alors le temps va être un élément que je vais essayer de faire calculer, on en parlera juste après, parce que comme le camion fait, la moitié du camion fait allez, on va dire vingtaine de mètres, peut-être pas tout à fait, ça peut se calculer. Mais là, je suis vraiment dans ce qu'on appelle le hors temps. Hmm. Ok. Et ensuite, dans... Donc en fait, si je comprends, tout ça s'est passé simultanément. Il y a la Oui, percussion. En oui, même temps, vous vous voyez faire en votre l'air, saut en l'air. oui, Donc il y a quelque chose qui voit le corps. Il y a oui, quand même une décorporation à ce moment-là. bah oui, puisque je peux voir mes lunettes qui descendent en dessous de moi, alors que mes yeux, normalement, physiquement, sont vers le haut, dans le noir. Ok. Donc il y a bien quelque chose. Et vous m'aviez dit aussi que vous aviez eu une pensée à ce moment-là, les lunettes, zut, Oui, je c'est perds ça. mes lunettes. Donc la pensée, là, vous étiez plus dans votre corps. Je n'étais plus dans mon corps, Donc puisque la pensée, elle est elle aussi, continuait. elle est pas dans le corps non plus. Non, elle était en dehors tout en observant des choses qui étaient, et je vous dis, les lunettes, on les retrouve sur les accidents, on les ramène à l'hôpital intactes. Bon, voilà. Voilà. Et après, dans l'accident, concrètement, il se passe quoi? Alors, je vais faire un 90 degrés par rapport à l'axe dans lequel je suis et je rentre dans mon corps. Alors, la rentrée de corps, certains vous la décriront beaucoup moins. Alors, moi, ça a été très rapide, hein. C'est une entrée, je ne peux pas dire que c'est par le front, mais ça semble quand même par le haut du corps, comme dans un gant, un peu trop étroit. Quand vous faites de la chirurgie, l'infirmière, au lieu d'un 8 vous donne un 7,5, ou une femme qui veut faire le nettoyage, elle a un gant, bah, il faut tirer un peu dessus. Mais je suis rentré, pof, pof, et donc je me retrouve très rapidement dans l'intégration de mon corps. Hmm. Mhm. Et, et comment le médecin, parce que j'imagine qu'après, par rapport à cette décorporation, vous avez dû vous poser des questions. Elle s'est pas posée comme ça parce que je sais que c'était vrai. Il y a une évidence, Voilà. comme on Donc retrouve c'était tellement souvent. évident que j'ai pas eu besoin de poser des questions. C'est ça. Alors il faut savoir que je me retrouve quand même avec la moitié du corps sous le rail de sécurité et l'autre partie du corps derrière le jumelé de la première remorque. Et donc là, je suis allongé. Je n'ai jamais perdu connaissance. Ça changera un petit peu les données sur les EMI, sur les états de mort imminente. Pourra en reparler un peu tout à l'heure. Mais le moment, c'est que je suis dessous. J'ai pas encore réalisé, le temps que je vois l'ensemble sur lequel vous êtes vous voyez un petit peu, à hauteur des roues. Et la première chose, c'est n'aie pas peur. Et je n'ai plus peur dans la vie puisque ça a été un reset d'ordinateur. C'est la Vous première, avez aussitôt, reçu cette reçu, information. n'aie plus peur. Et c'est un reset d'ordinateur. Alors pourquoi j'en parle un peu plus là, c'est de façon réfléchie, parce que j'étais un inquiet de la vie, mais un inquiet de la vie au sens à 37 ans, vous vous posez la question, qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que va être ma vie, qu'est-ce que les enfants, ainsi de suite. Donc c'est un questionnement, je pense, qui est naturel dans une évolution. Et là, je n'ai plus peur, c'est-à-dire que j'ai même pas besoin. Là, si je continue, vous me dites que je vais mourir dans 5 minutes, je ne vais absolument pas changer. Je serai triste, mais je ne changerai pas mon attitude sur ce sujet. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, que j'aurai un troisième enfant. Déjà, c'est la première chose à laquelle aussi vous pensez en arrivant devant un camion. C'est quand même grandiose, ça aussi.
que je remarcherai à Lourdes, donc que je n'irai pas en Afrique, puisque j'étais quand même médecin militaire et que je voulais repartir outre-mer. Et j'ai tout fait pour ne pas y aller, d'autant plus qu'après, il s'est passé quelques phénomènes, je crois, en Côte d'Ivoire. Et on a essayé de m'y renvoyer. Mon médecin m'avait dit, vous pouvez y aller. Non, non, j'ai refusé. Donc, il s'est bien passé quelque chose. Et que je remarcherai à Lourdes. Alors, c'est pas Lourdes au sens miraculeux, c'était au sens du temps. Puisqu'en fait, c'est que 8 mois après que toute ma famille, que ce soit à côté de ma femme et mes beaux-parents, nous sommes allés à Lourdes parce que il faut savoir que dans cet accident, mes enfants étaient seuls à la maison et que si nous avions été pliés entre les deux camions, eh bien, il y a quelqu'un qui sonnait à la maison le matin pour dire aux enfants, vous n'avez plus vos parents. Donc, on est allé remercier. En fait, 8 mois après, c'était le temps de certaines plaies qu'il a fallu qu'elles se ferment et la récupération musculaire. Hmm. Voilà. Hmm. Donc ces informations que vous avez reçues, parce que comment vous interprétez ça? D'un point de vue médical, comment vous avez interprété? Alors, je sais, hein, pour les expérienceurs, et vous, vous en avez entendu aussi de nombreux, hein, mais Ouais. peut-être pour les gens qui nous écoutent, euh, ça, voilà, particulièrement les professionnels de santé, ça peut être déroutant comme information. Voilà, donc vous, Ouais. comment vous l'avez vécu? Vous les avez entendus, Ouais. ou c'était une évidence? C'était une... Voilà. Pour moi, c'était une évidence. C'est-à-dire que j'ai pas eu à me torturer l'esprit sur ce sujet-là. Que mes confrères n'écoutent pas ou n'entendent pas, ça c'est un autre problème, hein. Moi, je témoigne. Mais il faut savoir que pour que je puisse comprendre où je suis, après avoir eu les quatre phénomènes, il faut que je tende, comme le camion, mais je suis en travers entre la première et la deuxième remorque. Je suis en train de me dire, bah, il t'a fait les deux jambes, on ne sent rien, tu vas voir, ça va. Bon. Et puis je bouge la droite. Oh, oh, comme je suis en train de vous le dire, j'en rigole même moi-même. Donc, c'est pas possible, il n'a pas fait les deux. Et alors, par contre, pour voir la jambe gauche, je suis obligé de tendre ma main pour lever la bavette du jumelé, et là, je vois que ma jambe, bon. Donc, voilà. Alors, après, arrive mon épouse et le camionneur, effectivement, qui sont en pleurs. C'est moi qui les rassure, bon, je suis en pleine campagne, hein, il faut s'attendre à, allez, minimum 20 minutes, 30 minutes, le temps que arrivent les choses. Donc, je demande une couverture, je commence à avoir froid, je leur fais faire un garrot. Enfin, en fait, finalement, c'est moi qui les rassure. Voilà, pour vous dire. Et je n'en tire aucune victoire puisque j'étais dans cette attitude. Et en plus, dans cette attitude, je savais que ma jambe, c'était grave et que l'amputation était acceptée s'il y avait. J'avais pas besoin de poser la question. Voilà. Ça fait partie de l'étonnant, hein. Tout est Voilà. accueilli. Tout est accueilli. Voilà, c'est ça. Il y a un package. Poum. Et évidemment, après, on peut réfléchir tout ce que l'on veut, mais enfin, je veux dire, moi, j'ai eu cette vérité immédiate dans laquelle j'ai pas eu à me poser une seule question. Voilà. Ouais. Et finalement, plus d'émotion non plus. Enfin, je veux dire, la peur n'était pas Non, là. la peur n'était pas là. Pas... C'était un sentiment de joie, de béatitude, parce que il faut analyser le mot joie et le mot béatitude, hein. Mais finalement, quand je suis sous ce rail, la seule chose qui me faisait peur, s'il y avait quand même une peur, c'est que un autre camion percute la deuxième remorque, et là, je ne pouvais absolument pas bouger. Ça, c'était clair. Je suis à 2,50 m de la deuxième roue de la remorque, quoi. Bon, mais ça, bon, ça me passe assez rapidement. Il n'y a pas de raison que ça arrive deux fois. Hein, faut quand même être honnête. Par contre, après, on me fait souffler puisque les gendarmes arrivent, hein, c'est la première chose qui se passe. Dans cet accident, il y a quand même trois poids lourds, 8 voitures, donc ça, je le saurai qu'après, hein. Bon, voilà. Mais quand arrive le SAMU, il y a un SAMU qui rentrait sur La Rochelle, les pompiers s'étaient mis à l'envers sur la route. Ils s'engueulent entre eux parce qu'ils disent mais qu'est-ce que vous faites là? Heureusement, ils ne sont pas rentrés l'un dans l'autre. On n'y voyait pas à 2 mètres. Et donc, en fait, celui des pompiers qui, s'il m'entend encore, j'ai essayé de le retrouver à Rochelle, il était très sympa, mais je voulais avoir ma prise de sang. Alors, la prise de sang, pourquoi à l'époque, on vous faisait souffler, mais ça n'avait pas de valeur. J'étais quand même médecin militaire et je savais un petit peu ce qu'il fallait faire. Et donc, dans l'ambulance, il y a l'infirmière que j'ai essayé de lui faire comprendre et elle dit, bah, regardez, docteur, en parlant du médecin qui était là, hein, il est obnubilé. J'attrape l'infirmière par
la partie de sa blouse. Et je lui dis, Madame, si mon chirurgien c'est un tel, le téléphone et ainsi de suite, si vous trouvez que je suis obnubilé, il y a quand même un problème. Et là, j'ai bien aimé ce médecin qui s'est retourné vers l'infirmière. Vous voyez, il faut écouter les patients. Voilà. Alors là, bon, il va y avoir, bien sûr, j'ai demandé, ma femme va venir voir par la petite lucarne entre les chauffeurs. Et voilà. Bon, je lui dis, écoute, je suis vivant. Bon, on verra la suite. Et puis, bon, tout va rentrer dans ça, sauf que ils vont mettre une dizaine de minutes en marchant devant l'ambulance pour trouver la route, hein. Ça vous donne une idée du piège, hein. Le piège, Ah c'est un ouais. agriculteur qui a laissé brûler son champ toute la nuit. Et donc, il faut savoir que à cause de la prise de sang, 2 ans après, l'agriculteur sera condamné et non pas s'il y avait eu un seul qui avait de l'alcool dans cet accident. Voilà. Donc, c'est une des premières ou deuxièmes condamnations pour écobuage dans la région. Ouais, bon, là, ça avait provoqué un très très grave accident voilà, à la chaîne, hein, donc Ah ben, la 137 a été coupée toute la nuit, déviée, et puis moi je ne l'ai su qu'après, hein, si vous voulez, je n'ai pas eu de détails, voilà, voilà. vous m'aviez raconté aussi que une fois à l'hôpital, hein, vous aviez eu aussi des visions, hein, de l'aide aussi du monde spirituel. Enfin, je sais pas si on peut dire ça comme Ouais. ça. Je Alors sais pas comment vous. la vision, c'est le mot vu, mais c'est pas forcément la C'est vision ça. Donc hallucinatoire. justement, est-ce que vous pouvez, voilà, c'est intéressant justement de, voilà, d'aborder ce sujet-là. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Alors, le premier événement se passe sans alcool, se passe dans un accident classique, donc tel que je raconte. Le deuxième, on peut dire qu'à ce moment-là, à l'hôpital, je vais être opéré. Et donc, je vais avoir au bout de mon lit, sur le côté droit, sur le côté gauche, pardon, ma grand-mère, une kiné que j'avais pas aidé à mourir, je l'avais aidé au sens de dire, il faut que tu partes, et le père Populescu. Alors, ma grand-mère était veuve de guerre en 17, son mari va mourir gazé des suites des gaz vers les années 30. Et ma grand-mère, je la connais, vous savez, moi je nais dans les années 50, j'ai toujours vu une dame habillée en noir, petite, on était de Verdun, tout ça, mais c'était une taiseuse, c'était pas une dame qui parlait beaucoup. D'ailleurs, je m'attendais pas à ce que soit elle, puisque dans ma famille personnelle, en 58, j'avais perdu un petit frère et une petite sœur, donc si ça avait été une construction mentale, c'était les petits anges que j'attendais, et c'est pas du tout ça. Bon. Donc ma grand-mère, en fait, c'était une dame qui était de la terre, qui m'a appris, sans vous le donner comme ça, mais je la suivais pour les animaux, pour les plantes. Voilà, bon, donc en fait, elle était là. La kiné, alors c'était une amie de mes beaux-parents, et elle était dans. J'ai jamais vu. J'ai fait un rapatriement à cette époque-là au Tripode à Bordeaux, et j'ai eu la chance J'avais jamais vu un corps avec autant de tuyaux, et je lui ai dit, il faut que tu partes, ça sert à rien de rester maintenant comme ça. Et si je marche aussi bien 34 ans après, c'est qu'elle est venue me pousser un petit peu de l'au-delà, honnêtement. Et puis, le père Populescu, alors là, je parle le polonais comme une vache espagnole, ça, j'hésite pas à le dire, hein, je parle espagnol, mais pas. Et donc, le père Populescu, je n'avais vu que sa photo dans Match, dans lequel il avait été torturé, puis il est dans son cercueil. Alors ça, c'est intéressant parce que ça faisait partie d'une réponse du bien, du mal. Quand vous êtes médecin militaire, bah, vous êtes militaire. Mais qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal hein, là, c'était un peu difficile. Et en fait, pas du tout. Il était là d'une façon rayonnante. Alors évidemment, je ne voyais que les demi-corps, puisque je suis allongé. Je ne peux pas me relever compte tenu de mon état. Alors on peut dire que je suis effectivement sous certaines drogues. Probablement. Mais je veux dire, la seule chose qui va être intéressante, c'est que pour la suite du père Populescu, il va me poursuivre pendant 10 ans, jusqu'à ce que j'ai pu faire mon témoignage en polonais, hein, parce que moi, tant que j'en ai rencontré, mais personne ne m'écoutait. Pour moi, je parle pas le polonais. Et en fait, c'est quand j'ai pu faire mon témoignage qui a été envoyé pour sa condition de mise en béatification que les choses se sont arrêtées. Et non seulement moi, d'une part, mais mon épouse en est témoin. Donc, vous voyez, donc là, on sort un peu de la notion d'hallucination. Voilà. Donc en fait, si je comprends bien, hein, je vais traduire. Donc il y a votre grand-mère qui est décédée, qui est là pour vous accompagner dans l'expérience. Mm. Cette amie kiné,
elle va venir Oui, plusieurs fois pour vous accompagner pour stimuler dans la pour- rééducation. dans la rééducation. Oui. Donc, quand elle vient, vous l'entendez, Non, non, vous... non, c'est quand tu as envie de baisser les bras. Vous savez, quand Ah, vous êtes en rééducation, hmm, vous vous battez contre vous-même, hein. hmm, L'accident, c'est rien du tout. Se battre contre soi-même, c'est quand même quelque chose de très dur. Et dès que j'avais envie de baisser un peu les bras, parce que, hein, vous voyez, ça fait, j'ai 34 ans, j'ai arrêté la kiné il y a que 2 ans. Parce que vous ah vous rendez oui. compte, hein. Hmm. Donc, et là, je me bats contre moi-même. Je vais la reprendre, mais là, c'était plus présent parce que j'en avais besoin pour que ce genou ne se raidifie pas et autres. Donc, elle venait vous encourager. Ah ben, je sentais qu'il fallait pas baisser les Hmm. bras. Voilà. Est-ce que vous sentiez sa présence? Au sens personnel, je dirais oui, mais ce n'est pas une présence physique. C'est Hmm. quelque chose qui pousse, quoi, qui pousse. Hmm. Voilà. Et donc, après, avec ce père, je ne sais plus le nom, Populeshko. Populescu. Oui. Donc, en fait, lui, il a été présent des années Ah oui. après, en fait, jusqu'à ce que vous puissiez témoigner dans son pays. En, que mon témoignage arrive en polonais là-bas. Incroyable. Voilà. Donc, ça voudrait dire, enfin, c'est peut-être une interprétation de ma part, j'en sais rien, mais ça voudrait dire, en fait, que de l'autre côté, enfin, de Oui. l'au-delà, euh, il y avait une volonté de Ah faire oui. quelque chose, d'amener votre témoignage dans Oui. son pays. Ça c'est certain, ça j'en parle tout à l'heure, parce que là je mettrai sur les trois ma main au feu. Mais parce que ça voudrait dire que effectivement, quand vous avez quelqu'un qui meurt, oh, tout le monde reconnaît c'était un saint homme. Pas du tout, pas du tout. De l'autre côté, il faut qu'il y ait l'inverse pour la béatification et la sanctification, hein, ce qu'on appelle un saint. Donc des fois on met des siècles avant de les reconnaître, hein. Bon, mais là quand même Hmm, ça poussait dur, hein. Voilà. incroyable, incroyable. Ouais, Et ouais. ma grand-mère, je voudrais simplement dire que elle avait l'apparence, bon, elle meurt en 71 ou 72, donc elle doit avoir 76 ans quand elle décède, et en fait, je la vois comme si elle avait à peu près entre 30 et 35 ans. Donc je pouvais pas connaître cet aspect-là. Oui, oui, donc, et vous savez que c'est elle. Ah oui, il n'y a pas besoin. Hmm. Il n'y a pas besoin de montrer les papiers, même avec Populescu. Voilà, il y a un tel ressentiment de lien, d'amour, de sentiment qu'on sait que c'est eux. Comment le médecin, vous êtes encore en état de béatitude à ce moment-là? Parce que c'est quelques jours après, vous avez été opéré. Est-ce que ce sentiment de béatitude, il était encore présent ou pas? Oui, oui, il y avait quand même un haut niveau, un- je peux pas dire spirituel, mais un haut niveau d'esprit élevé, quoi, honnêtement. Hmm. Et, Plus rien ne me touchait dans ce moment-là. Je n'écoutais que de la hmm. musique classique à l'hôpital puisqu'il y avait grève. J'étais quand même dans un niveau extraordinaire et très élevé. Et est-ce que vous aviez conscience euh, je dirais, par rapport à vos proches, d'être dans un état de conscience qui n'était pas du tout le même? Parce que souvent, les proches, en fait, quand il y a ça, eux, ils peuvent être ceux qui viennent vous voir à l'hôpital, ils peuvent voir la personne voilà, très accidentée, qui a failli mourir, ils Oui, peuvent avoir des émotions. Et est-ce que vous étiez conscient d'un état différent de vos proches? d'une certaine manière, oui, parce que déjà, pour vous dire que le matin d'arriver à l'hôpital, j'avais une conscience qu'il fallait que je joigne mes enfants. Et je me suis battu parce que à l'hôpital, celle qui avait les liaisons téléphoniques, il fallait que j'aille en bas donner mon accord pour ouvrir la ligne. Je lui ai dit quand je serai bien, vous allez voir. Par contre, j'ai eu mes enfants. Ma femme était quand même très choquée, hein, très choquée. Et donc en fait, heureusement que j'ai les enfants, puisque après ils apprendront qu'un médecin sur la cour de récréation avait la tête coupée, ainsi de suite. Heureusement que j'avais pu. C'est une petite préconition, je dirais petite, parce que c'était une certaine réalité qu'il fallait faire. Bon, voilà, ça c'est important. Le deuxième aspect sur pendant 21 jours, on risquait de me couper la jambe parce que c'était pas très brillant. Le chirurgien ne parlait pas, il a eu raison, mais j'avais cette notion d'acceptation. Donc en fait, j'étais dans un niveau un peu différent par rapport aux gens qui eux voyaient la plainte. Or moi, j'étais pas dans la plainte.
pour vous donner, quoi. J'étais dans une acceptation, hein, qui était, bon, si c'est comme ça se passera comme ça, puis on verra la suite, quoi. Voilà, voilà, voilà. Si ça répond à votre question. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. C'est pour montrer aussi, alors qu'il y a, voilà, la personne qui vit ce genre d'expérience de mort imminente est dans un état de conscience particulier par rapport finalement aux soignants, à l'entourage qui peut être présent à côté, qui Ouais. ne sont pas. Il y a même certaines personnes. Est-ce que vous aviez l'impression de ressentir l'émotionnel de vos proches? Oui, oui, parce que j'ai une infirmière qui m'a soigné en me découpant tous les jours. Pour vous dire, à ce moment-là, j'ai appris que je pouvais gérer la douleur. J'ai atteint un niveau. Il faut savoir que depuis 38 ans, je n'ai jamais pris un antidouleur. Je crois j'ai trois Dolipan en 34 ans, pour vous donner. Et en anti-inflammatoire, alors ça doit être rien du tout, quoi. Donc voilà. Donc en fait, j'ai appris que je gérais depuis tout petit un petit peu ces phénomènes. Et la médecine n'a pas répondu. Dès que vous souffrez, dès que vous pleurez, c'est vous êtes dépressif ou il vous faut un antidouleur. C'est faux. Il faut savoir analyser ces phénomènes. Voilà. Et là, la médecine pratique qu'on m'a apprise, elle ne répond pas à ça. Vous avez mal, il faut. Voilà. Voilà. Et par contre, non, non, quand on me découpait un peu tous les jours, parce qu'il aurait fallu m'anesthésier tous les jours, hein, pour enlever les morceaux qui étaient de chair, et en fait, pas du tout, je gérais très très bien ça. Par contre, alors, j'étais totalement épuisé à la fin de la séance, et je n'ai trouvé ça que dans les réponses du dos, c'est-à-dire l'aïkido, le budo et ainsi de suite, hein, sur la perte d'énergie que quand on joue sur le corps. Voilà. C'est un autre aspect. Oui, tout à fait. C'est vrai que certains expérienceurs, en fait, quand ils reviennent avec des capacités soit de guérison, des capacités de ressentir l'énergie ou de gérer l'énergie. J'ai l'impression que c'est ce que vous êtes en train d'expliquer. Oui, exactement. Exactement. Hmm. Une chose que quand même, en dehors des trois personnages que j'ai vus, c'est qu'après, je rentre dans la lumière. Je vais vivre mon jugement. C'est quand même important parce que ça, c'est en dehors des deux aspects que je raconte, le plus important est quand même cette approche de la lumière qui n'a absolument. Vous pouvez mettre inénarrable, ineffable, enfin vous mettez tous les in devant parce que cette lumière, c'est en fait c'est une lumière aimante et aimant. Elle attire les deux. Et en plus, ce n'est pas une chose, c'est pas une ampoule que vous voyez, c'est un échange. Et donc, en fait, mon jugement, ben, c'est moi qui me juge. Donc, à partir de là, je sais que je suis libre dans la vie. J'ai pas besoin je suis quand même beaucoup plus tranquille que de vous apprendre que on vous a imposé ça, et ainsi de suite. Bon, donc, je suis beaucoup plus calme. Par contre, ce qui va être important après, le, le, je vais traverser la lumière. Et ce traverser la lumière, si vous écoutez Nicole Dron, d'autres témoignages, ils vous raconteront les mondes dans cette lumière. Moi, je ne suis pas là, mais je me retrouve sur un tertre avec quand même un guide derrière moi qui est quand même d'une grande puissance. Et on me montre tout ce que toutes les personnes. Alors le tertre, on pourrait dire qu'il est 4 ou 5 mètres au-dessus d'une foule, pour vous expliquer, hein. Je domine. Derrière moi, il y a mon guide pour comprendre. Et il y a une petite lumière qui vient sur les personnes. Alors en fait, petite lumière, c'est ceux qui vous ont permis, vous rencontrez des gens dans la rue, une phrase vous a interpellé, vous répondez oui ou non, ça c'est votre libre arbitre personnel. Et depuis l'âge donc, je dirais de 8 ans à peu près, hein. Donc voilà, jusqu'au moment de mon accident. Donc il y a tout un tas de gens qui m'ont aidé dans les rencontres à me construire. Mais il reste le côté malin parce que je vois le cheminement qui part sur la droite. Alors c'est pas un cheminement de montagne comme l'Everest, c'est un peu plus une montagne à vaches, mais j'ai envie de savoir ce que va être l'avenir. Mais derrière, le guide, qui n'a jamais voulu se montrer ni dire qui il était, c'est grosso modo en une phrase, tu n'es pas passé sous un soleil, c'est-à-dire regarde sous quoi t'es passé, sois tranquille, parce que bon, si tu veux plus gros, tu auras plus gros, hein. Bon, ouais, bon, voilà. Et puis, deuxième chose, je veux demander, et là-bas, et là, c'est tu n'as pas à connaître. Alors là, c'est une phrase très, je dirais, carrée, très péremptoire. Je n'ai pas à connaître, mais j'ai encore mon ego. C'est pour ça que j'ai quand même mon ego veut connaître, je veux poser la question, mais je sens qu'il ne faut pas la poser. Et là, je me retrouve dans mon lit. Voilà. Si je l'avais pas posé, peut-être que je serais allé plus loin dans la relation, si vous voulez, avec le guide qui était derrière. Bon.
Mais Hmm. ça, c'est un futur feuilleton. C'est ça. Donc Voilà, quand vous dites est là-bas, c'était que vous vouliez savoir le futur, on le est futur. Et d'accord, moi, hein, je n'ai ouais. pas Hmm. à Hmm. connaître. Donc, ce cas, Ouais. c'est clair. Voilà, Hmm. je Hmm. reste dans cette dimension depuis. Une chose qu'on n'a pas abordée, Vas-y. c'est le côté partagé. Hein, Alors, parce que oui, et je pense que ça c'est quand même important parce que je jusque-là, vous... Ouais, ouais, ouais. jusque-là, on était dans une dimension tout à fait normale. J'avais l'appréciation, et je vous dis simplement, le docteur Jean-Didier Vincent est mort hier. J'ai appris sa mort. C'était mon professeur de physiologie. Il était professeur au Collège de France, et donc il est mort hier. Alors Jean-Didier Vincent a écrit La biologie des passions. Alors, la biologie des passions, ça veut dire que tout ce que j'ai vécu, c'est remarquable, c'est personnel, ce sont ces endorphines personnelles, c'est remarquable, bon, très bien. Sauf que ma passagère vient s'asseoir donc à côté, et pour elle, je l'ai sauvée. Alors déjà, je ne sais pas ce qui s'est passé pour moi, mais Donc je elle ne vient voulais... vous rendre visite, c'est Oui, ça? à C'est l'hôpital, à quand l'hôpital, elle vient à vous rendre l'hôpital. visite, elle Oui, s'assoit à côté de vous. il y a deux lits, donc elle s'assoit sur le lit. Et donc, à un moment donné, donc, je l'ai sauvée. Je lui ai dit, je ne t'ai pas sauvé, je ne sais même pas ce qui s'est passé pour moi. Donc, puis surtout, je voulais pas un titre, le médecin, un chef de l'hôpital, à sauver à l'hôpital. Bon, faut arrêter, quoi. Et donc, en fait, c'est là qu'elle me dit, mais je suis devenu musique. Alors là, c'est effondré. Je l'ai laissé parler. On a discuté à peu près une demi-heure hein, sur ce moment. Et toute la théorie des endorphines que j'avais appris hein, que c'était très bien, on est shooté, c'est remarquable, ça pouvait pas être possible à 50 centimètres ou 1 mètre, c'était impossible. Et à partir de là, ça a été une force inoxydable. Je veux dire, inoxydable dans ma recherche. Et dès pratiquement cet élément-là. Sauf qu'il faudra quand même que je me remette des fractures, des plaies et ainsi de suite. Et ma recherche commencera 5 mois, 6 mois après, quand je vais rencontrer, c'était un médecin militaire, docteur Amestoy, qui était à la clinique à Lorient. Je fais les 500 kilomètres, je vais à Lorient. Il me dit, mais écoute, ce que tu racontes, il n'y a pas de problème, donc tel que je vous raconte. Il me dit, je suis pas un spécialiste de ça, mais ça existe. Et à partir du moment où il m'a dit ça existe, ben, j'ai recherché, je suis tombé sur Jans France, International Association des Near Death Experience, dont la présidente était à l'époque Sarah Mercier. Et donc on m'a écouté après avec Nicolas Maillard, et puis a commencé effectivement. Oui, ce qu'on voit souvent dans les témoignages des expérienceurs, en fait, c'est qu'il y a ce besoin de validation de l'expérience. Et finalement, votre amie passagère a validé À votre valider, ouais, expérience ouais, en vous disant, moi aussi, ouais, j'étais dans voilà, la musique, j'étais dans la musique, musique, voilà. et voilà, c'est difficile à décrire, hein. Je Oui, suis musique, oui. voilà, mais voilà, il y a cette notion d'être et de baigner dedans en même temps. Oui, c'est ça. D'être en même temps et voilà. Et c'est vrai que ça a été une recherche très importante puisque à partir de là, comme j'avais vécu avec ma passagère, j'ai toujours eu cette certitude puisque je vais après rencontrer 3 fois Raymond Moody, je vais le rencontrer au congrès de Martigues. Bon, moi je parle pas l'anglais ou l'américain d'une façon, mais je lui avais expliqué, il m'a dit, docteur, continuez vos recherches. Je vais le rencontrer après au congrès de Marseille, là, un peu plus longuement avec le docteur Eburn Alexander donc que j'avais rencontré. Et donc, il m'a dit continuez. Et après, au congrès de Saint-Malo, donc j'ai pu discuter une demi-heure avec le docteur Raymond Moody et qui va sortir les Share Death Experiences, c'est-à-dire les expériences partagées. Ah oui, à l'époque, en fait, on n'en parlait pas On n'en parlait pas encore. du tout. Ah, pas du tout. Ah, voilà. Il aura fallu pratiquement, je vais dire, 28 ans pour parler de ses expériences. Alors, s'il y a eu le docteur Postel avec son expérience lors du décès, je ne sais plus, de sa famille, avec où il y a sa femme et son fils. Mais voilà, mais autrement, on ne parlait pas de ses expériences. Alors là, c'était, voilà. Alors, Ouais, donc c'est. Et du coup, qu'est-ce que ça a changé dans votre pratique de médecin? Parce qu'après, vous m'aviez raconté que du coup, vous aviez attiré plein d'expérienceurs. Vous avez aussi recensé, je crois, vous disiez tout à l'heure, 200 témoignages. attirer serait pas un bon mot. Hmm. Ce n'est pas un bon mot parce qu'on ne sait pas quand vous avez quelqu'un en face
ce qui fait que la personne s'ouvre à vous ou pas. Ça, on peut pas le savoir. Mais moi, j'étais enquêteur chez Janss France. La seule chose à Janss à l'époque, c'était le plus beau tunnel, c'était le plus beau ceci. Mais comment expliquez-vous que quelqu'un qui était fermé comme une huître, qui pendant 58 ans, 60 ans, n'avait jamais parlé de son expérience, tout d'un coup, c'était un pilote à l'aéronautique navale qui me prend à part et me dit, ben, je vais te raconter quelque chose, je l'ai jamais raconté à mon épouse. Alors c'est là que vous prenez conscience que si quelqu'un qui a vécu quelque chose ne peut pas le raconter, c'est qu'il y a bien un problème. C'est-à-dire soit on n'a pas l'écoute, soit on ne sait pas faire. Hein. Et j'étais entouré que de psychiatres, militaires, et je me souviens d'un qui était quand même un grand chef de sélection. Je lui ai dit, ben, il m'avait dit que j'étais ton expérience mystique. En gros, je lui ai dit, écoute, si c'est ça halluciné, j'y retourne tout de suite. Mais par contre, si ton analyse n'est pas bonne, tu as intérêt à changer ton cadre. Voilà. Or, le cadre psychiatrique a quand même un peu changé. Sur les N2, maintenant, on en parle. Vous avez même des psychiatres qui prennent des drogues pour aller voir ce que c'est, ce que ça donne. Bon, nous, on n'en a pas besoin. D'ailleurs, je rentre de Guyane l'année dernière. On croyait que j'allais faire une séance d'ayahuasca. Je n'ai pas besoin de faire une séance d'ayahuasca. Bon, pas besoin, ni d'iboga. Hein. Voilà. Voilà. Oui, mais c'est sûr, c'est clair. Après, euh, combien de temps il vous aura fallu pour intégrer cette expérience dans votre quotidien? Parce qu'il y Bah, a elle est l'expérience. quotidienne. Donc, c'est pas une intégration, c'est une prolongation. C'est une prolongation dans une notion de vérité. Alors, vous dire, oui, qu'est-ce que la vérité? Bon, c'est vrai que Ponce Pilate, Jésus lui répond ça. Mais à partir du moment où vous avez cette certitude inoxydable d'avoir, comment pouvez-vous dire? Parce qu'on voudrait dans notre monde que tout n'est que vérité acceptable. Mais c'est pas du tout ça. Cette lumière, elle est d'un niveau absolument impossible à atteindre puisque c'est de l'amour total. C'est de l'amour total. Voilà. Alors moi j'entendais plus par intégration, c'est plus... Comment je le rentre dans ma vie quotidienne. c'est ça, parce qu'en fait, J'ai bien euh, compris. c'était plus effectivement, Ouais. voilà, on revient métamorphosé de ces Oui. expériences-là, et c'est vrai que le monde qui nous entoure, après, n'est quand même pas adapté à notre manière de voir les choses. Alors, il y a Et plusieurs des adaptations qui se passent, puisque devant mon camion, j'étais quelqu'un qui me baignait que dans la baignoire en eau chaude. Maintenant, vous voyez, ce matin, l'eau était à 7 degrés, je me douche à 7 degrés. Donc, il m'est tombé quelque chose qui est de l'énergie, tel que les moines de Shaolin le recherchent, et non pas hein, c'est pas du tout ma culture. Et dans cette recherche, il faut savoir que 3 mesures de l'hiver de Vivaldi me permettaient de tenir 24 heures sans sommeil. Alors quand j'allais au travail, j'avais pas dormi de la nuit, j'écoutais mes 3 mesures de Vivaldi, et c'est là que la musique était énergie. C'est pas. Alors ça peut être que d'autres musiques, attention. Et ça m'a beaucoup interpellé parce que la médecine ne répond pas sur ce qu'est l'énergie. Elle va vous dire des calories, des mesures de microvolts, tout ce que vous voulez. Mais par contre, là, heureusement, je suis allé poser des questions sur l'énergie. Or, c'était un moine ninja qui était à Sainte que je vais voir avec un ami qui me dit, il faut que tu vois ce monsieur. Et c'est là qu'il me dit, bah, vous savez, l'énergie est à l'homme ce que l'eau est au poisson. Et j'ai ça depuis 30 ans. C'est vrai, sortez un poisson de l'eau, vous allez voir la tête qu'il fait. Et donc, en fait, c'était pour dire, nous baignons dans une énergie. D'ailleurs, tous les astrophysiciens et surtout les physiciens de haute teneur parlent de cette énergie et ils ne savent pas puisque 80% du monde nous est inconnu. Sauf que ce qui est grave, c'est que on croit qu'on connaît tout. Vous voyez, c'est cette discordance, moi, qui me plaît pas, d'une réponse brutale, alors que ce n'est pas vrai. Et ça a été un peu l'aggravation pour les témoins qui ne pouvaient pas parler de leur expérience. D'abord pour les libérer. Libérer de quoi? Eux, ils étaient sûrs. Mais on les écoutait pas. Voilà. Et c'est vrai que, et en plus, bah, c'est un peu le pourquoi du podcast hein, aussi, c'est pour donner la parole parce que, en plus, non seulement bah, les gens parfois mettent des années avant de pouvoir parler de ces expériences, mais très souvent, ils n'osent même pas en parler aux professionnels de santé, alors que bien souvent, ce sont quand même les professionnels de santé aux premières lignes. Oui, alors ce que vous avez dit, je reviens un petit peu à votre première question juste avant, c'était effectivement, en fait, la personne sent à qui elle peut parler ou pas. Alors, on peut pas dire que c'est un ressenti, on sait tout de suite.
C'est étonnant. Donc on peut pas dire qu'on attire, mais on ne sait pas. Voilà, on ne sait pas. Et par contre, on sait que c'est vrai. Par contre, il faut savoir qu'une interview à l'époque, quand je faisais, je pensais que moi, en 1 heure et quart, j'aurais réussi. Par contre, pourquoi j'ai arrêté après de Courir. d'interviewer? Parce que Mm. des fois, je passais 7 heures. 7 heures avec la personne, mais alors après, la personne, une fois qu'elle avait débobiné son ensemble de choses, alors après, elle avait une évolution qui était remarquable. Donc, il faut avoir la capacité d'écouter 7 heures, c'est ce qui est une équivalence en psychanalyse de, je sais pas combien de 10 minutes à payer, voilà. Donc, le but, il était là, le reste. Mm, 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 mm. Alors, j'attaque pas Oui. la psychanalyse, hein, Non, 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 parce que j'entends bien. Et je suis pas freudien, je suis jungien. oui, bah forcément avec ce que vous avez vécu. Ah oui, parce que ce qui s'est passé, je vous raconte juste quand j'étais sur mon lit, moi qui étais quand même enfant de cœur depuis tout petit, tout ça, quand je suis revenu, je demande à mon père le bar d'Autodol, que je ne connaissais absolument pas. Mon père me regarde d'un drôle d'air, et si je me levais, là, il est juste là, mais je ne le prête pas, parce il est souligné au moment de mon accident. Et en fait, je reçois le bar d'Autodol, mon père le trouve dans une bibliothèque euh, à l'époque, comment dirais-je, près de Bordeaux. C'est le bar d'Autodol annoté par Jung. Et c'est là que je découvre que je n'ai jamais supporté Freud, hein, mais par contre Jung. Par contre, maintenant, je lis aussi un petit peu Viktor Frankl. Et si vous essayez de parler avec des psychiatres de Viktor Frankl, dès qu'il y a que Jung, ça leur donne des boutons. Alors Viktor Frankl, attendons la suite. Voilà, méfiez-vous quand vous allez dire ça. Voilà. Est-ce que vous vivez encore des expériences profondément spirituelles? Oui, oui. Mais alors la nature difficilement cernable sur ça, c'est cette grande pensée, je dirais, euh, je dirais, j'ose pas dire mystique parce qu'il y a plus grand que ça, je veux dire, mais c'est cette évolution personnelle du bien, du mal, et je pense que la vie est faite du bien, mais malheureusement l'humain tire vers le mal, quoi. Alors à nous de permettre aux gens d'avoir cette espérance au travers de ce qui est vécu, quoi que soit la douleur et autres. Hmm. Vous m'avez dit, euh, après cette rencontre dans le face-à-face avec la lumière, la vie prend pleinement sens, mais en plus, elle a une essence sacrée. Oui, c'est effectivement ce que je vous ai dit et ce que je pense, parce que cette dimension sacrée, c'est cet amour. C'est cet amour. Le sacré ne veut rien dire en lui-même. C'est sacré, vous pouvez faire tout un tas de rituels, ça veut rien dire du tout, les rituels. Et par contre, c'est cet élément qui est extérieur à soi-même, puisque j'étais quand même un, et qui est en même intérieur à soi-même. Il y a les deux. Cette relation, elle est difficile à analyser, mais mon médecin chef qui était venu me tenir la main, il osait pas me dire que je marcherais plus dans la vie, puisque je peux même pas courir derrière. Après 30 ans, j'ai eu le troisième enfant, jamais pu courir derrière lui. Donc voilà. Mais cette attitude, je m'étais retourné avec lui en disant, à quoi ça sert de courir dans la vie? Et là, je suis juste entre l'entrée à l'hôpital et juste me dire qu'il se passait. En fait, ça sert à quoi de courir dans la vie? Et si on se pose cette question, il faut se la poser par rapport à une autre dimension. Si on se la pose pas, alors philosophiquement, on peut se la poser, hein, il y en a plein qui se la posent, mais si on se la pose pas dans une autre dimension de l'humain, c'est grave. C'est grave parce que ça veut dire qu'on n'est rien du tout. Alors, je donne dans mes fins de conférence, des fois je dis, vous savez, vous avez l'abscisse et l'ordonnée, donc nous, vous naissez, vous vivez, vous avez vos enfants, hein, puis vous mourrez. Bon, oui. Alors à ce moment-là, la vie d'un homme, 75, 80, 100 ans, est-ce qu'elle a un sens? Il mettait un grand point d'interrogation. Mais à ce moment-là, la bactérie qui fait 20 minutes, le séquoia qui met 4000 ans, le granit qui met... hein. Mais si vous relevez tout ça, vous rentrez dans, à ce moment-là, une ordonnée, hein, et à ce moment-là, le temps n'est plus le même. C'est la condensation du temps, ce que les physiciens comprennent de façon mathématique, mais aussi de façon. Alors c'est là que se passe ces mathématiques, ces physiciens qui parlent de la mystique au sens de leur aspect physicien. Or, il y a d'autres physiques, métaphysiques,
Mais le problème, c'est qu'on a écarté ça sans vouloir écouter l'un côté et l'autre. Voilà. C'est clair, c'est Voilà. clair. Et quand Ah, vous avez vécu cette expérience, bah oui. vous pressentez ça. Vous le, vous l'avez en vous, sauf qu'après, suivant votre culture personnelle, bah mais bon, c'est pas parce qu'on a des capacités. Bon, moi, c'est parce que, le côté médical, ce que j'ai appris, ne tenait pas à la route. J'ai fait de la chimie en croyant que j'aurais pu être collé en quelle année? En première année de médecine, parce que l'atome, c'était à Bordeaux, et puis la petite 4 chevaux qui tournait autour. Attendez, l'atome, maintenant, alors qu'à l'époque, il y avait déjà bien des, on nous a caché, moi je dis en chimie, on m'a caché quand même 70 ans déjà d'attitude vers 1910, 1911. Alors, qu'on n'ait pas la culture quand vous rentrez en première année, je veux bien le comprendre, mais qu'il n'y ait même pas une petite ouverture, là j'ai trouvé que ça avait été dur pour moi. Voilà. C'est clair, c'est tout le problème en fait, où on n'a qu'une formation très matérialiste dans nos professions de base, hein, Exactement. voilà, Voilà. et on n'a pas cette dimension invisible. Et est-ce que vous pourriez dire que finalement votre expérience, enfin vos expériences, hein, mais en tout cas cette expérience de mort imminente a finalement permis de réunir ces deux pôles? Je le pense. Oui, honnêtement, je vous réponds oui. J'avais posé la question à Raymond Moody, à Saint-Malo, et je lui ai demandé si les soignants au sens large, hein, moi je soigne depuis tout petit, bon, je suis venu médecin, alors que ce soit un aide-soignant, est-ce que je me demandais si c'était des chamans. Il m'a répondu tout de suite oui, il n'a pas dit non, hein. Il a dit oui, mais avec une obligation de formation. Hein, parce que vous avez des gens, ils leur tombent de l'énergie, ils écrivent des livres, ils font de l'énergie, et puis ils racontent un peu n'importe quoi. Là, il faut être prudent. Alors, le problème, c'est que la médecine, celle que nous avons, qui est pas du tout, parce que la médecine, elle est vaste, hein, c'est comme les mathématiques, il n'y a pas les mathématiques, il y a la mathématique avec, eh bien, la médecine, c'est pas que celle que nous avons d'une façon cartésienne, il existe d'autres domaines, qui interpellent. Hein, qui Bien sûr. interpellent. Parce que faire croire que la médecine, c'est à partir de 1960 qu'elle a commencé, excusez-moi, hein, Néandertal, quand il avait une fracture du fémur, bon, il en mourait peut-être, mais enfin, il y en a qui ont survécu. Hein. Bien sûr, et d'autant plus, enfin finalement, moi ayant vécu aussi une expérience de mort imminente, je comprends tout à fait ce que vous racontez, et surtout au niveau de l'énergie. En fait, dans d'autres cultures, voilà, ils soignent Voilà. avec Voilà. l'énergie depuis Voilà. des milliers d'années, quoi. Donc, Exactement. Voilà. Alors, le c'est problème, c'est que parce que sous prétexte que nous, cartésiens, on ne peut pas mesurer l'énergie dans l'état actuel, donc on vous dit ça n'existe pas. Mais ça, c'est du faux cartésianisme. Descartes, c'est pas du tout ça. Voilà. Mais oui, oui. on vous applique cette pensée depuis pratiquement les années 60. Ce n'est pas possible. Or, si vous avez lu la vie de Jung, quand il parle en 47 qu'il quitte cette Terre et qu'il monte la planète bleue, personne n'est percuté parce qu'en fait, on ne décrit la planète bleue que quand on décolle de cette Terre pour la voir un petit peu. Hein, et ça Oui, percute personne. oui, oui, mais Il oui, avait dû oui. délirer, quoi. Bah, c'est bien le problème, en fait, effectivement, hein, voilà, de pas mettre cette notion invisible. Justement, vous, est-ce que ça... Quelle est votre conception, finalement, de l'invisible en tant que médecin maintenant, après avoir vécu tout ça? C'est une autre dimension vibratoire. En dimension vibratoire. Alors, je suis revenu avec une certaine connaissance parfaite, bon, qui en fait de revenir fait que vous ne vous perdez. Par contre, j'ai gardé quand même une chose, c'est les dimensions. Moi qui étais nul en espace vectoriel, par contre, quand j'entends par exemple les gens qui parlent de 11e, 12e dimension, dimension des cordes et tout ça, je suis extrêmement attiré. Sur les nanoparticules, pas les nanoparticules, sur les particules infinitésimales après le boson, et l'énergie, je suis attiré. L'astrophysique aussi, je ne sais pas pourquoi. Et j'ai un ami qui, lui, est revenu. Alors, lui, il parle des neutrinos. Hein, il écrit sur les neutrinos et tout ça. Voilà. Donc, il y a cette soif de ces particules que même actuellement, personne n'en parle trop, quoi. Hum, C'est hum, étonnant. Ça fait partie étonnant. hum. Est-ce que vous auriez envie d'ajouter quelque chose par rapport à tout ce qu'on a discuté? Oui, je demande au monde que passer des bougies du siècle, il y a quelques siècles à la LED, il faudrait qu'on y passe. J'aime beaucoup votre conclusion. Je vous remercie vraiment Bon, profondément, hein, pour écoutez.
pour cet agréable moment. Et ouais, merci à vous. C'est déjà la fin de cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à commenter et à liker pour me soutenir. Et surtout, c'est le plus important. Si vous connaissez quelqu'un qui a vécu une telle expérience, partagez-lui cet épisode. Cela peut peut-être profondément l'aider. Une liste de professionnels de santé formés pour accompagner ces phénomènes est disponible sur le site audreygraindamour.org. Retrouvez-nous le 1er et le 15 de chaque mois sur toutes les plateformes. À bientôt!